Ok, alors on va commencer. Alors, comme d'habitude, les slides sont en anglais. Je ne sais pas si ça vous pose un problème, mais de toute façon, je vais répéter la plupart des choses qui sont là. Comme toujours, vous avez mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter si plus tard vous avez des questions. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un use case de départ pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, imaginons que vous avez un site web. Et puis, bah, vous en êtes content, mais le premier truc que vous voulez savoir, c'est comment ce site web fonctionne en termes d'atteindre son public et puis comment les utilisateurs le naviguent dessus. Donc la première idée, c'est d'ajouter de l'analytics. Et beaucoup de gens ont le réflexe, en tout cas pour les sites publics, de mettre Google Analytics directement comme solution d'analytics. Le grand avantage, c'est que l'analytique est gratuit. Il n'y a pas besoin de maintenir des serveurs pour tout ce qui est analytics. Donc ça, c'est assez cool. Ils offrent des outils quand même intéressants, malgré le fait que c'est gratuit. Et évidemment, au fur et à mesure que Google développe des nouvelles fonctionnalités, eh bien, elles deviennent disponibles. Donc ça paraît plutôt une bonne histoire et une bonne affaire de faire ce genre de choses. Maintenant, si on regarde à comment ça se passe concrètement, donc on a le site web qui envoie les données des visiteurs du site à travers le cloud et qui donc en fait ensuite atteint les data centers de Google. Alors là, j'ai pris Google comme exemple, hein, mais beaucoup de systèmes de marketing automation, etc. Sont similaires. Si je prends Optimizely ou Visual Site Optimizer, ouais, c'est ça. C'est tout le même fonctionnement. Et donc la grande question qu'on peut se poser, c'est qui d'autre écoute ce trafic, en fait. Et après, l'autre chose, c'est que c'est pas juste notre site qui a ce problème-là, qui a ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que tous les autres sites web qui utilisent aussi Analytics ont exactement le même parcours des données. Donc, en fait, le problème de ça, c'est que là, on sort un peu du comportement standard d'Internet. En fait, si on remonte à Internet au niveau de sa création, c'est pas du tout comme ça que Internet était conçu. Et la même chose est vraie pour le web. Donc, en fait, avant que Internet que le web en tout cas soit créé, on avait un système où on avait plein de clients qui s'adressaient à un mainframe, en fait. Et donc, voilà, on avait un système très centralisé. Quand le web est apparu, donc là, on a commencé à avoir toutes les interconnexions entre les différents serveurs et les différents systèmes. Et on pouvait échanger les données grâce à des standards ouverts, en fait. Maintenant, si on regarde ce qui se passe avec les services cloud, en fait, on est un peu revenu à une situation précédente, c'est-à-dire que la différence, c'est qu'on n'a plus affaire à un mainframe, on a affaire à des data centers. Et on n'a plus affaire à des clients, mais on a affaire à des navigateurs. Mais en fait, le comportement final est relativement similaire. Donc, en fait, ce qui se passe réellement dans le scénario que j'ai décrit, c'est que Google collectionne les données des visiteurs. C'est pas super clair ce qu'ils en font, c'est-à-dire comment ils les processent. Ce qui est encore pire, c'est qu'on a découvert à travers les histoires avec Snowden et que la NSA clairement écoute ce trafic. Et donc ça pose pas mal de problèmes. Et ensuite, le quatrième point, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur les données collectées. C'est-à-dire qu'elles sont collectées, elles sont processées, mais par exemple, les questions, est-ce qu'on peut télécharger ces données? Alors il se trouve que Google apparemment a un service très coûteux qui permet de télécharger les données mais c'est pas dans l'offre gratuite. Et puis les effacer, c'est encore une autre question. Ensuite, les utilisateurs finaux, ils ont très peu de contrôle. Alors, suivant les services, il y en a un tout petit peu. Mais en fait, ils n'ont pas forcément le choix si c'est collecté ou pas, à part utiliser des adblockers. Évidemment, les vendeurs vont essayer de vous bloquer sur la plateforme. Donc ça, les migrations sont quasiment impossibles. Migrer en dehors de Google Analytics, j'ai pas entendu beaucoup de gens qui ont fait ça. Et puis, en fait, le dernier point, c'est un point un peu compétitif, c'est-à-dire que si vous utilisez la même plateforme d'analytics que tout le monde, bah, vous êtes, on va dire, à la même page que tout le monde. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des features avant les autres, vous n'aurez pas d'avantages compétitifs sur ce genre de technologie. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu de construire un site web, on construit un intranet? Là, on n'a pas vraiment envie d'envoyer du trafic vers Internet. Hein. En général, ce n'est pas le but. Maintenant, imaginons, alors là, j'ai pris l'exemple très custom, hein, très personnalisé. Imaginons que vous soyez une banque ou un gouvernement. Et est-ce que vous voulez vraiment envoyer des données vers des tiers qui peuvent être à l'étranger? En général, pas.
est-ce que vous voulez ne pas stocker ces données utilisateurs dans des formats propriétaires que vous ne maîtrisez pas? Et si vous avez des contraintes, vous voulez utiliser des logiciels open source, vous voulez pouvoir customiser le logiciel pour avoir des avantages ou des intégrations spécifiques que vous n'auriez pas avec des solutions cloud. Donc, si on regarde, si je reviens à l'exemple d'Internet, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si Internet a vraiment décollé, c'est pas parce qu'il y avait des solutions propriétaires. Il y avait CompuServe à l'époque, il y avait AOL, il y avait le Minitel en France. Enfin, c'était toute un écosystème assez particulier. Et ça n'a pas eu d'explosion, on va dire, comme le web et Internet ont eu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la révolution, c'était le logiciel gratuit et open source. Donc, en fait, là, on avait justement des logiciels avec des licences qui sont utilisables par des entreprises, donc BSD, MIT et Apache, et en fait, qui sont, ça m'a frappé tout à l'heure quand j'ai fait ce slide, qui sont encore les leaders. C'est-à-dire que le serveur web Apache, l'open source, c'est encore leader. Ça m'a frappé, en fait, ce n'est pas des solutions propriétaires. Pareil pour les navigateurs web. Les navigateurs web, les premiers étaient open source, après il y a eu Netscape, mais à la base... Et en fait, maintenant, on est revenu. C'est-à-dire que pendant un temps, c'était les propriétaires qui étaient les meilleurs, et maintenant, c'est à nouveau les open source qui sont les meilleurs. Évidemment, les standards sont très importants. Sans les standards, on n'aurait pas eu ce genre d'adoption non plus. Donc, si je prends un peu ce qui s'est passé chez nous, notre business model, si on veut, c'est vraiment de baser nos produits sur des logiciels open source et de continuer à les utiliser et d'essayer de contribuer, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours le temps ou les ressources. Mais en fait, ce qu'on a eu comme problème, c'est que comme tous les autres, on a voulu construire de l'analytics, on a voulu construire du digital marketing, enfin avoir des offres pour ça. Alors ce qu'on s'est dit d'abord, c'est qu'on ne va pas faire ça nous-mêmes, on va trouver une solution open source et puis l'intégrer. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Mais le problème, c'est qu'on en a trouvé très très peu, à savoir une, qui est Piwik, qui est en PHP, mais j'en ai pas trouvé en Java. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a commencé deux efforts simultanés, à savoir Apache Unomi et de l'autre côté, la norme Oasis Context Server. Donc, l'idée, c'était d'avoir cette approche comme j'ai décrit Internet, c'est-à-dire de ne pas juste avoir du logiciel gratuit et open, mais aussi d'avoir une norme. Donc on travaille à la fois au niveau d'Oasis pour la norme et à la fois au niveau d'Apache pour l'implémentation de référence. Et donc ça, c'est deux communautés qui sont connues, qui sont respectées. Si on regarde au niveau de l'architecture, à quoi ça ressemble? En fait, donc à gauche, on a tous les outils de business intelligence ou interne à l'entreprise. On peut avoir du reporting, du ID management, du marketing automation, du CRM comme Salesforce, des outils de sales aussi, de l'analytics, etc. Et après, on a fait Unomi, et donc la norme qui se positionne au niveau de l'API, qui peut en fait en quelque sorte centraliser et interagir avec ces systèmes, et ensuite distribuer les informations qui sortent de ces systèmes ou qui sont poussées dans ces systèmes à travers une plateforme web ou une plateforme mobile, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer avoir des applications mobiles qui utilisent la norme pour développer de la personnalisation. Donc, je vais déjà commencer par une petite démo de l'API. Donc, ce sera un peu petit par contre, mais je vais voir, ça c'est juste pour lancer les serveurs. Donc le premier truc que je dois faire, c'est lancer le serveur Elasticsearch. Parce qu'en fait, Unomi est entièrement basé sur Elasticsearch. Toutes les données sont stockées à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est bon. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon serveur Unomi. Donc ça, c'est juste des tars GZ que j'ai décompressés localement sur ma machine. Hein, ça tourne tout en local. On va juste attendre que ça démarre. Voilà. Et en fait, c'est Unomi, c'est une application OSGI qui tourne dans un serveur qui s'appelle Carafe. Donc là, j'ai juste affiché les logs pour voir un petit peu si tout démarre. Alors, vous voyez, Carafe, ça c'est l'application, le serveur OSGI. Voilà, on va y arriver là.
Voilà. Donc là, j'ai mon Udemy qui est démarré. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant que mon serveur Udemy est démarré? Donc la première chose que je peux faire, alors je m'excuse si ça, je ne sais pas si je peux faire ça plus grand. Est-ce que vous arrivez à lire ou c'est trop petit? Parce que je ne suis pas sûr que dans Postman, je peux rendre ça plus grand. Donc le premier truc que je peux faire, c'est en fait une requête ici. Ce que je veux dire, c'est que simplement avec un appel HTTP, je veux récupérer le contexte de ma requête. Donc en fait, ici, simplement ce que je dis, c'est que je lui donne, en fait, j'appelle un contexte.js avec un numéro de session que je génère moi-même. C'est-à-dire que ça, c'est juste un identifiant que je vais gérer pour traquer, en fait, en quelque sorte, les interactions avec le serveur. Et en fait, en réponse, je vais recevoir du JavaScript. Et dans ce JavaScript, j'ai un objet qui va contenir les informations contextuelles aux requêtes que je fais avec le serveur Udemy. Donc ça peut être, j'ai chopé des informations depuis un formulaire, ça peut être, j'ai résolu la position géographique de mon utilisateur à partir de son IP, etc. Et en même temps, je vais obtenir toutes sortes ici de méthodes JavaScript pour me faciliter les interactions avec mon serveur Udemy. Donc tout ça, ça fait partie de la norme, en fait, on va dire les interactions de base qui sont ici. Alors ça, c'est un outil qui est pratique pour les interactions directes avec des sites web, parce qu'on récupère juste un JavaScript, et après on peut envoyer des événements en utilisant ce JavaScript, récupérer des informations. Maintenant, si je suis dans le cas d'une application qui ne veut pas du JavaScript, mais qui veut, par exemple, une application mobile, et je veux juste du JSON, d'accord? Donc en fait, ici, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de demander un contexte.js, je demande un contexte.json. Et là, en fait, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui donner, comme je ne suis pas dans le contexte d'une page web, je vais lui donner un contexte. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, moi je suis une page avec un identifiant, un scope, ça c'est juste le scope que je définis. À nouveau, c'est toutes les choses que je définis, je peux mettre ce que je veux. Après, ce que je vais lui dire, c'est que je veux récupérer toutes les propriétés de profil qu'il a pu trouver et toutes les propriétés de session qu'il a pu trouver. Donc si j'exécute ça, je vais recevoir une réponse. Alors, il faut que je... Et en fait, ici, vous pouvez voir que il a donc créé pour moi un profile ID qui va être l'identifiant. Ça, il va utiliser un cookie pour traquer aussi cet identifiant. Je peux voir donc l'identifiant de la session que moi j'ai fourni. Et après, ici, on voit par exemple qu'on a déjà beaucoup de données de session qui sont là en fait. Et donc là, par exemple, j'ai le système d'exploitation, le pays, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été résolues par Udemy pour moi et qui deviennent disponibles automatiquement dans mon applicatif. Maintenant, il faut savoir que tout ça, c'est pluggable. Si j'avais voulu rajouter des plugins qui vont me faire d'autres processing pour alimenter mon truc, j'aurais pu le faire. Ensuite, si on regarde au niveau... donc ça, c'est les API qui sont vraiment destinés à être publics, utilisés par le site web directement. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle des API de management. Attendez, il faut que je le retrouve, voilà. Ici, et en fait, ça va être des API qui vont me permettre de... Alors, je vais peut-être vous le montrer dans le navigateur, ce sera plus clair. Ah, merci, ouais. Voilà. Et en fait, ça va être la liste de tous les services REST qui sont disponibles. Je n'ai pas de service SOAP, j'ai que des services REST. Et là, je peux par exemple exécuter des queries, avoir des informations sur le cluster, parce que Udemy peut fonctionner en cluster, sur les règles, les listes, les segments. Donc là, il y a la gestion des segments qui est intégrée. Les profils, donc je peux aller voir tous les profils ou faire des modifications dessus, etc. Je ne vais pas aller trop dans le détail de ces trucs, mais je peux vous montrer par exemple, si je fais celui-ci, je crois. Attendez, non, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut juste que, je vais essayer, mais je pense que ça ne marchera pas. Voilà. C'est parce qu'ici, par contre, il faut que je lui donne une autorisation. Donc tout ce qui est management est protégé par de l'autorisation. Donc maintenant, si je reviens ici, voilà. Donc en fait, ici, ce que je vois, c'est que je reçois une réponse JSON avec l'état de mon cluster. Donc ça peut être pratique pour le management, la gestion du cluster. Mais je vous montrerai un petit peu comment ça marche après, comment on l'a intégré dans notre produit. Donc tout ça, c'est uniquement Udemy. Tout ce que je vous montre là, c'est uniquement Udemy qui fait tout ça. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de serveur DX, il n'y a pas d'autres serveurs. On attaque vraiment
Udemy a vraiment comme interface uniquement des services REST. Ok, alors on va retourner dans les slides. Alors, qu'est-ce qu'offre Udemy comme feature? Donc, la partie user tracking, vous l'avez vu un petit peu. On a de la gestion de privacy, c'est-à-dire que les utilisateurs ont aussi la possibilité d'avoir des écrans pour dire, par exemple, qu'ils veulent effacer les données. Donc ça, on a des API qui permettent de contrôler ça. Le reporting, la gestion des profils, comme je vous ai montré, de l'A/B testing, des personnages, gestion de personnages, donc pouvoir se tester en fait une personnalisation avec un persona, du tracking, de download, de formulaire, de la segmentation, du tracking de goal, du scoring et de la gestion évidemment d'événements. Donc comment est-ce que ça fonctionne en termes d'entrée-sortie? Donc en fait, en entrée, que ce soit par exemple depuis un visiteur web ou depuis une application mobile, tout ce que Udemy gère, c'est des événements. C'est genre des clics, des choses comme ça. Donc on envoie des événements à travers du JSON à Udemy. Au retour de ça, on reçoit sur la gauche le contexte, comme vous l'avez vu, toujours du JSON ou du OJS, qui va permettre par exemple de faire de la personnalisation, parce qu'on peut voir par exemple, on pourrait dire, ah ben tiens, en fonction du segment de mon utilisateur, je vais peut-être afficher telle et telle information ou telle et telle autre. Mais on a toutes les informations pour ça. À l'intérieur du moteur de Udemy, on a plusieurs choses. On a des règles, des segments, des profils. Et dans les règles et les segments, on utilise des conditions qu'on peut définir. Donc on peut dire si, par exemple, tel et tel utilisateur est venu 3 fois, alors il y a telle et telle action qui est faite. Donc ça fait tout partie de Udemy. Et après, en fait, on a aussi la possibilité, à travers des actions, par exemple, de faire des interactions avec des systèmes externes comme des CRM, des systèmes de big data. On pourrait envoyer des données vers du big data ou des data management platforms. Et donc, toute la particularité de ça, c'est qu'on peut faire ce genre d'extension à travers des plugins custom qu'on déploie dans Udemy. Donc là, je vous ai juste mis un exemple de requête, de comment ça se passe. Donc, on peut avoir par exemple un navigateur qui demande au CMS une page web. À l'intérieur de l'HTML qu'on récupère, on récupère du JavaScript qui va nous permettre de parler avec le contexte serveur, parce qu'il y a par exemple la configuration de l'IP du contexte serveur. Et là, on va lui demander, ensuite, on demander au contexte serveur de récupérer le contexte qu'on va récupérer. Et après, on pourrait soit demander au CMS de charger du contenu basé sur ce qu'on a obtenu dans le contexte, ou alors envoyer directement des événements au serveur, excusez-moi, au contexte serveur. Donc, contexte serveur, c'est le Udemy dans ce cas-là. Par exemple, des hovers, ou on pourrait même traquer les mouvements de la souris si on avait envie. Au niveau de la scalabilité, donc là, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, vu qu'on a un serveur qui est directement disponible sur le web, et on a des problèmes de scalabilité, mais donc Udemy est prévu dès le départ pour être hautement scalable. Donc là, il suffit de démarrer des instances supplémentaires, elles vont automatiquement se détecter, etc. Et évidemment, de pouvoir se connecter avec des clusters de CMS, des services externes, etc. Une chose que je voudrais, qui est importante, c'est, j'ai parlé rapidement du privacy, mais en fait maintenant il commence à y avoir de la législation à ce niveau-là. Donc il y a une législation qui est très importante au niveau de l'Europe qui s'appelle le GDPR et qui va obliger, je crois qu'elle rentre en vigueur en 2018 ou en 2019, je ne me rappelle plus, et donc il va obliger tous les sites web qui sont accessibles en Europe d'expliquer pourquoi ils collectionnent des données et d'autoriser aux utilisateurs de voir, d'éditer et d'effacer leurs données. Donc vous pouvez imaginer que ça va avoir des impacts assez importants sur pas mal de sites. Donc en fait, c'est une des choses que nous, on a essayé d'intégrer rapidement, c'est justement la gestion de privacy. Et donc de pouvoir, par exemple, dire on veut détruire toutes les données, ou on veut, donc pour un utilisateur final, ou surfer en mode anonyme. Alors ça, c'est un mode anonyme server-side, pas client-side. Et c'est un peu plus puissant que le Do Not Track, parce que le Do Not Track, on va dire le Do Not Track, c'est on traque plus du tout. Mais là, c'est juste de dire, en fait, on traque encore, mais on garantit qu'il n'y a aucune donnée privée qui peut être collectée. Donc là, c'est disponible, donc on peut effacer des données personnelles, alors le Do Not Track alors il y a une petite erreur, c'est que le Do Not Track, il n'est pas encore implémenté, mais il est prévu dans la roadmap. Mais comme on a des choses plus fines que ça,
Le Do Not Track est un peu trop extrême. Pour beaucoup de gens, en fait, le Do Not Track, ça va trop loin et il faut un intermédiaire. Évidemment, on peut envoyer des événements directement à d'autres systèmes. Donc là, je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus, mais c'est pour vous montrer en fait qu'on peut aussi bâtir de la personnalisation basée sur Unomi. Donc là, on peut utiliser des listes, des goals, des segments, etc. On peut interagir à nouveau avec les systèmes tiers. On peut utiliser en input le comportement des utilisateurs, les logins sociaux, les formulaires qui sont remplis, les search, les référeurs, éventuellement des segments qui viendraient de plateformes data management et évidemment de l'analytics. Donc ça c'est, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je préfère vous faire des démos. Ça c'est juste pour vous montrer en fait comment nous on a intégré Unomi dans notre offre produit. C'est-à-dire qu'on a DX, donc Digital Experience Manager, qui a des modules, une collection de modules qui s'appelle Marketing Factory. Et en fait ces modules, tout ce qu'ils font, c'est parler à Unomi. Ils ne parlent pas à DX en fait. Ils ne font rien d'autre que utiliser DX comme plateforme applicative, mais ils ne stockent presque rien. Enfin, il y a juste la configuration d'Unomi pour savoir où il est. Mais sinon, tout est directement utilisé, enfin, il utilise Unomi directement. Évidemment, on a Elasticsearch en virtual machine séparée. Là, toujours l'objectif, c'est d'avoir une scalabilité et une configuration maximale. Parce qu'avant, on avait, dans les premières versions, Elasticsearch directement embeddé dans Unomi. Mais on a préféré le sortir parce que ça commence à nous poser des problèmes, notamment de mémoire au niveau des VM. Voilà, donc on va faire la démo plutôt. Donc là, en fait, j'avais démarré mon Unomi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon DX. On va démarrer le Tomcat. Alors, là, j'ai plus besoin de ça. Et je sais pas pourquoi Chrome, il me... Ah, mais parce qu'il est, il est en plein écran, je pense. Voilà, on va sortir comme ça. Voilà. On va juste attendre que ça finisse de démarrer. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on attend 2 secondes là? Si j'ai bien compris, c'est toujours le client, donc l'utilisateur Unomi, qui finalement fait appel l'outil qui va envoyer les données ensuite, les data qui vont être ensuite. Oui, alors ça va directement. Donc la question c'est en fait, c'est toujours du JavaScript qui est directement sur le navigateur qui va aller directement pousser de la donnée à Unomi. La raison, c'est parce que si on passe par DX, par exemple, eh bien, on va charger DX. C'est-à-dire qu'on va lui générer du trafic qu'il va devoir relayer et ce n'est pas quelque chose de vraiment souhaitable. Surtout parce qu'on a dans des scénarios où on écrit énormément. C'est-à-dire que là, on a constamment des événements qui sont générés à grand volume potentiellement, parce que ça dépend du trafic sur le site. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un point d'accès direct, mais très limité, c'est-à-dire juste pour envoyer des événements et juste pour récupérer des contextes. Toute la partie management n'est pas exposée au niveau public. Voilà. Donc là, on a le serveur qui est démarré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier si je suis encore logué là-dedans. Non. Alors, ça, c'est mon DX. Donc là-dedans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement déployé les modules de Marketing Factory. Alors là, je peux peut-être rendre ça... Alors, on va mettre ça plus grand ici. Ah, il ne veut pas le mettre en... On va essayer de le mettre en plein écran. Voilà. Et puis... Alors, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc là, en fait, ici, si je viens dans mes réglages de set settings, j'ai en fait donc Marketing Factory. Donc, du point de vue utilisateur, c'est vraiment juste des nouveaux outils qui sont disponibles. Mais en fait, tout ce que vous allez voir, il faut bien vous rappeler, ça parle directement à Unomi. Donc ici, par exemple, si je vais sur le site dashboard, donc ici, je vais pouvoir voir en fait le trafic. Donc là, on est vraiment dans l'analytics. Donc là, je vois le trafic que j'ai eu sur mon site web. Alors bon, là, j'utilise des données simulées et ces derniers temps, j'en ai pas généré, donc là, tout d'un coup, une chute. Mais c'est ce qu'on voit. On voit le trafic, on peut voir les nouveaux visiteurs, etc. Je peux voir aussi ici les différents goals. Par exemple, je peux voir le nombre de personnes qui ont vu un formulaire et le nombre de personnes qui ont soumis un formulaire. Je peux après aller voir plus dans le détail si je veux. Alors là, on a toutes sortes de choses, les landing pages.
les visites de page, par exemple. Je peux dire, par exemple, je veux voir le nombre de personnes qui ont été voir une page. Et puis, je peux ensuite aller voir, faire une analyse plus détaillée, par exemple, pour voir est-ce que j'ai le sexe de la personne qui est venue ou pas, etc. Et donc, on peut aller assez loin en termes d'analytics. Maintenant, par exemple, je peux aussi aller dire que je veux aller voir plus précisément des utilisateurs. Et donc, par exemple, ici, on peut voir, par exemple, l'ensemble de tous les visiteurs et on peut aller voir les profils. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans Google Analytics. Vous ne pouvez pas aller voir un profil spécifique. Et donc là, par exemple, je peux aller voir, je peux dire, par exemple, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ce profil-là. Donc là, je vais avoir toutes les informations, si j'en ai, du profil. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus, mais je peux voir, par exemple, ses pages vues, les goals qu'il a atteints. Je peux voir les différentes sessions qu'il a générées. Je peux voir, par exemple, d'où il vient, quels sont les navigateurs, quels sont les endroits d'où il est venu, les informations de contact, si j'en ai, etc. Ensuite, on peut voir, par exemple, les segments. Donc tout ça, j'insiste toujours que c'est juste des appels REST sur Unomi. Hein. C'est vraiment, donc là, par exemple, les segments. Donc là, je peux par exemple dire que je vais définir un nouveau segment. Donc on va faire un démo, une description, etc. Et en fait, ici, je donne les conditions pour l'appartenance à mon segment. Donc ici, je peux dire, par exemple, que je vais utiliser une propriété de profil. Et puis, je peux dire, par exemple, que je veux utiliser, qu'est-ce que j'ai là, par exemple, le gender. Et puis, je veux que ce soit, alors là, je dis equals, et puis male. Alors là, voilà. Et là, vous voyez, directement, il me dit, il y a 4907 profils mâles. Donc, automatiquement, mon profil aura 4907 personnes directement, mon segment aura directement ça. Après, je peux combiner ça comme j'ai envie. Hein. Je peux dire que je veux rajouter des conditions avec du AND, du OR. On peut faire des choses assez complexes avec ça. Et à nouveau, c'est pluggable. C'est-à-dire que les conditions sont des conditions que des intégrateurs ou des développeurs peuvent étendre. Donc, par exemple, si vous voulez intégrer avec un système tiers, vous pouvez très bien le faire. Voilà. Après, je ne vais pas passer sur l'ensemble des trucs, c'est juste l'idée de vous montrer un petit peu les différentes choses. Le truc, là, je vous montre une avant-première. C'est pour ça que ce n'est pas encore totalement finalisé. C'est qu'on est en train d'introduire pour la toute prochaine version de Marketing Factory qui devrait sortir fin juin, la gestion des règles. Et ça, c'est vraiment une partie très importante de Unomi parce que ça permet de réagir aux événements qui rentrent. Et donc, il y a beaucoup de règles qui sont utilisées dans Unomi de manière intrinsèque. Mais là, par exemple, je peux vous montrer. Alors là, il y a un petit problème d'internationalisation. Mais et là, par exemple, je peux dire, eh bien, j'aimerais exécuter cette règle. Par exemple, quand un utilisateur se log. Et je peux dire, par exemple, est-ce que j'applique ça à tous les utilisateurs ou juste les utilisateurs d'un certain segment. Par exemple, je peux dire, je veux utiliser uniquement les gens qui ont entre 20 et 30 ans. Après, je peux définir les actions que je veux faire sur ces événements. Et par exemple, on pourrait dire, j'aimerais qu'une fois que cette règle est matchée, eh bien, envoyer directement le profil à Salesforce. D'accord? Donc ça, c'est, alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça montre un peu la flexibilité. À nouveau, ces règles, les conditions, donc je vous ai dit qu'elles étaient pluggables, c'est les mêmes conditions, en fait, qu'on a vues tout à l'heure, mais les actions le sont aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aussi développer vos propres actions pour faire ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que... Après, on a encore des nouveaux outils. Enfin, des outils, par exemple, on peut voir les... Alors ça, je n'ai pas de données, malheureusement, mais on peut voir les searches qui ont été faits, donc les différentes requêtes, etc. On pourrait voir aussi s'il y avait ça, les référeurs, donc les choses. Et les pages les plus vues, évidemment. Mais ce que j'insiste vraiment, c'est que tout ça, c'est basé sur des données qui sont dans Elasticsearch. Donc après, s'il y a des choses que vous voulez faire avec ces données, d'autres analyses, etc., c'est tout à fait possible. Voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. On a aussi un data generator qui est assez pratique, justement, pour générer des données simulées. Voilà. Donc, qui permet de générer des fausses sessions utilisateurs, etc. Et tout ce que ça va faire, ça, c'est générer des événements qu'il envoie à Unomi. Il envoie des collections gigantesques d'événements.
Et donc ça nous permet de tester la scalabilité, de vérifier toutes les interfaces, etc. Voilà. Alors, je vais revenir au slide, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Hop. Ah. Voilà. Donc le truc à retenir par rapport à les offres concurrentes, c'est que tout a tourné sur mon laptop. Donc il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui peut poser des problèmes, on va dire, à des tiers ou avec des tiers. Et donc ça, c'est, on va dire, ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de déployer. C'est-à-dire, on peut très bien déployer Udemy dans des clusters. On peut imaginer même que si le projet a beaucoup de succès, qu'on ait carrément des software as a service basés sur Udemy. Mais disons qu'on a aussi cette possibilité de faire de l'analytics assez poussée et de la personnalisation. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Ici, on a encore 2 minutes. Alors, ici, si je reviens sur mon site, voilà, je peux dire par exemple que je vais rajouter, donc là on est au niveau de DX, et là je vais vous montrer un exemple de personnalisation qu'on peut faire. Donc ici je vais simplement créer un texte, et puis je vais dire Welcome to our website. Voilà. Et puis, alors vous m'excuserez, c'est pas super beau, hein, mais et après en fait ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut personnaliser cet événement, cet objet de contenu. Donc en fait je fais un clic droit là, et je dis simplement, je vais rajouter de la personnalisation. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter une deuxième version de ce texte. Et en fait, ici, je vais mettre Don't forget to retrieve your... C'était quoi déjà? Ah, j'ai oublié. Il y avait un congé américain le lundi passé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Hein? Non, non, c'est pas Thanksgiving, c'est Memorial Day. Voilà. Memorial Day coupon, voilà. Donc là, je dis, n'oubliez pas de récupérer votre coupon de Memorial Day. Et évidemment, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux pas que... Donc ici, j'ai mes 2 variantes. Et je veux pas, évidemment, que les non-américains voient ça. Parce que c'est vraiment que pour les Américains. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est que je vais dire en fait ici que ça, je vais le limiter aux États-Unis. Voilà. Et puis l'autre, je le laisse tel quel. Et ce que je veux faire, c'est juste vérifier que ma version par défaut, donc la variante fallback, c'est bien la variante universelle, enfin pour tout le reste du monde. Donc là, j'ai juste mis cette condition sur le pays. Voilà. Et puis maintenant, je publie tout ça. Voilà. Et maintenant, on va fermer ça. Si je reviens, et je vais, en fait, maintenant le vrai problème, c'est comment je simule ça. Donc, parce que finalement, voilà, donc là on voit bien que j'ai Welcome to my website, mais bon, j'aimerais vérifier ce qui se passe avec la version. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a le support des personas. Et en fait, on peut se comporter comme un autre utilisateur. Et donc ici, j'ai déjà des personas définis. Donc par exemple ici, si je prends le non-US visitor, je peux voir en fait que je simule un utilisateur. Attendez, là j'ai dû bouger le truc parce que attendez, je vais revenir sur non. Voilà, non-US visitor. Alors il me le met où là? Voilà, il me le met en Suisse. Et là, et par contre, si maintenant je dis que je veux un visiteur américain. Alors, est-ce que j'ai eu un effet démo? Là, j'ai eu un effet démo. Ok. Bon, normalement, le texte aurait dû changer. Je ne sais pas ce que j'ai fait faux, mais en fait, ici, le texte aurait dû changer avec le coupon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça aurait dû marcher. Bon. Bah, voilà, j'ai eu un effet démo. J'en ai eu un. J'ai testé ça juste avant et ça marchait, mais bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si j'essaie de... Je suis bien en mode preview, ouais. Ouais, alors c'est bizarre. Ouais, bon, alors est-ce que j'ai... Excusez-moi, j'ai juste vérifié parce que ça m'obsède ce genre de truc. Alors, first content.
Bon, c'est bizarre. Ah, je crois que je me suis fait avoir par la configuration. Je vais essayer de voir si c'était ça. Parce qu'en fait, on a aussi des règles en fait, de priorité. Donc, on va voir si c'était ça le problème. Dans quel cas, c'est pas un bug. Alors, est-ce qu'il a fini de publier? Là, je vais recharger. Alors, hop, US Visitor. Voilà, c'est bon. Voilà, donc en fait, quand j'ai fait la démo tout à l'heure en répétition, j'avais créé les contenus dans l'autre ordre. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc là, ça vous montre un exemple. Alors évidemment, j'ai fait avec un texte, on aurait pu faire avec n'importe quel composant DX. Ça marche. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ça peut être une liste, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, donc les personas, à nouveau, c'est juste, quand on envoie la requête à Unomi, on lui envoie un identifiant du persona, et donc lui, au lieu de nous retourner le contexte actuel de l'utilisateur, il va nous retourner le contexte du persona. Et le contexte du persona, c'est quelque chose qu'on définit dans l'interface ici, dans les personas. Donc là, je peux définir des nouveaux personas. Et en fait, c'est la même interface que les utilisateurs. Donc on a vraiment défini les propriétés du persona comme ça. On peut aussi directement changer des propriétés du persona dans l'interface que vous avez vue pour faire ça. Voilà, je vais juste finir ici. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Ça a été un peu vite cette présentation, alors je ne sais pas si j'étais clair sur tous les points. Donc en gros, le Marketing Factory, c'est comme le front-end pour Unomi. Exact, ouais. C'est ça, c'est vraiment juste un... Les rapports et les... Ouais. Donc, tout Marketing Factory, c'est une application AngularJS qui simplement parle à Unomi. Ouais. Après, au niveau de ce qui se passe sur des pages gérées par DX, ça, par contre, c'est du JavaScript qui s'exécute dans la page et qui va parler aussi à Unomi, évidemment. Oui, mais du coup, dans le cas de cette customisation, comment ça marche au niveau de genre, cache DX? Ouais, alors, c'est une bonne question. Ça passe par DX ou ça passe directement? Alors, donc, ça, c'est une très très bonne question. J'aurais pas pu avoir une meilleure question, je pense. Si je reviens sur la page, donc ça, on a vraiment travaillé là-dessus pour limiter l'impact sur le serveur DX. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ici, j'ai un composant de personnalisation qui contient du contenu. Le composant de personnalisation, lui, n'est pas caché. D'accord? Mais juste parce qu'en fait, dans DX, on a ces caches qui sont imbriquées les uns dans les autres. D'accord? Et donc, le composant de personnalisation n'est pas caché, mais par contre, le contenu est caché. Et en fait, c'est même plus complexe que ça parce que vous avez des options ici pour faire par exemple du rendering Ajax. Si vous activez le rendering Ajax, alors là, tout passe en cachet. C'est-à-dire que tout est fait en JavaScript et il n'y aura aucun impact sur la page elle-même. D'accord ? Mais par défaut, on a quand même la zone autour qui est pas cachée. Mais à nouveau, tout le reste de la page est caché. Il y a juste cette zone-là qui ne l'est pas. D'accord ? Et ça, on a fait pas mal de mesures d'impact, de performance. C'est vraiment ridicule. Je veux dire, on sert une page qui est à 99% cachée. Et même en mettant la personnalisation à plusieurs endroits, 3-4 endroits, on n'a pas eu de problème. On peut même aussi personnaliser des pages. Alors ça, je n'ai pas essayé parce que c'est des collègues qui l'ont fait. Donc là, on peut personnaliser une page et en fait, là, on va avoir plusieurs variantes de la page, complètement différentes, mais elles sont toutes cachées. Donc c'est juste en fait un petit bout un filtre qui va s'exécuter pour trouver quelle est la page qui correspond au profil Unomi courant et qui va faire ça. Donc non, ça c'est quelque chose, on a passé énormément de temps à essayer de minimiser les impacts. Le but, c'était qu'on puisse... En fait, l'objectif au niveau d'Unomi, c'est de pouvoir faire de la personnalisation sur une page statique. C'était ça un peu le moteur du design de ce genre de choses. En tout cas, au maximum. Et là, par exemple, quand on voit les interfaces ici de configuration, par exemple, tout ce qui est là, les segments, c'est à nouveau toutes les choses qui viennent de Unomi. Donc là, on a une intégration entre
les UI de DX et les données qui viennent de Unami. Et l'intérêt vraiment de ça, c'est que si vous avez un système complètement différent, qui aurait besoin de données qui sont, de contexte ou de profils qui sont gérés par Unami, il suffit d'intégrer avec l'API pour avoir ce genre de choses. Et d'ailleurs, une des choses qu'on est en train de préparer aussi, c'est de regarder comment faire pour fournir de la personnalisation avec Marketing Factory toujours, sur des sites qui ne sont pas gérés par DX. Donc, mais par contre, DX va quand même, parce qu'il faut quand même qu'on stocke du contenu. C'est-à-dire que si j'ai des variantes, il faut quand même que je les stocke quelque part. Donc DX servirait de content server, mais par contre, toute la partie personnalisation, etc., réelle, en temps réel, serait faite par Unami, en fait, et par du JavaScript. Et du coup, l'autre question pour les A/B tests. Ouais. En gros, ce sera, on va créer en composants personnalisés. Ouais. On va les assigner à deux segments différents et puis on analyse. Alors pour les tests AB, en fait, alors attendez, je vais peut-être je vais voir si je peux faire un petit exemple. Alors, variante A. Alors, donner des noms un peu bizarres, mais au moins ils sont plus parlants pour montrer. Donc là, si je fais, on appelle ça les tests d'optimisation. Voilà, et en fait, je vais créer une deuxième variante. Bon, tiens, on va juste pour rigoler, on va mettre une variante complètement différente en fait, variante B. Et puis là, on va mettre. Donc ça, c'est une des forces aussi. Alors, moi, je connais pas très bien les autres systèmes, mais je sais que, enfin, on m'a dit que Adobe avait pas mal de peine à faire ce genre de choses. Il n'était pas capable de faire des variantes ou des optimisations, des personnalisations sur n'importe quel type de contenu. Donc maintenant, si je viens... pourquoi est-ce que j'ai pas le... Alors... J'ai bien fait le... Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, ce qui est implémenté, c'est qu'en fait, elles vont être affichées, donc on a des... c'est où cette histoire? Voilà. Donc on va utiliser des probabilités pour dire quelle est la variante qui est choisie. Donc on va dire par exemple ici par défaut on a des probabilités égales, c'est-à-dire que là on dit 50% des personnes vers la variante A, 50% des variantes vers la version B. Et après on a aussi des options qui sont un peu automatisées, c'est-à-dire que on peut définir si une variante clairement gagne en termes d'objectifs, parce qu'on peut définir des goals associés à ces variantes. Et si une variante gagne, on peut automatiquement la définir comme variante par défaut. Donc ça, c'est des choses qui sont directement définies. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on fait là, tout ce que vous voyez là, c'est tous des composants DX qui sont basés là-dessus. Donc, on peut très bien imaginer que pour des projets spécifiques, il y ait des nouveaux outils qui soient développés. On a par exemple aussi des carousels avec des carousels particuliers, avec de la personnalisation ou avec des tests AB par rapport à ça. On peut faire les tests AB sur les pages aussi. On peut aussi imaginer avoir des tests qui auraient d'autres stratégies que juste la distribution comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait là, mais voilà. Après, on a des choses qu'on aimerait faire parce que, par exemple, ici, vous avez vu, j'ai de la personnalisation, mais je n'ai pas d'intégration du reporting. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait revoir pour intégrer directement le reporting sur les objets personnalisés. Dire, par exemple, tel et tel nombre de personnes ont vu telle et telle version, ou voilà. Ça, c'est des choses qu'on pourrait définir. On peut aussi, vous avez vu, définir des dates de début et de fin pour la personnalisation aussi. Et aussi pour comment on appelle ça, les tests AB. Et puis on a aussi le support des campagnes. Je ne sais plus où c'est ça. Voilà, ici. Donc on peut définir des campagnes pour le marketing, pour les goals, etc. Donc on peut associer tout ce que je vous ai montré maintenant, c'était spécifique à un site.
Mais par contre, on peut tout à fait imaginer avoir des campagnes qui sont définies dans le temps et voir le nombre de profils qui ont été engagés. Donc ça, à nouveau, c'est tous des trucs simulés, donc on voit des noms un peu fous. Et qu'est-ce qu'il y a encore de... Oui, les scoring plans, j'ai oublié de mentionner ça. Donc là, c'est l'idée de définir des scores sur les utilisateurs en fonction de différentes choses qu'ils auraient fait. Donc là, par exemple, celui-là, c'est un scoring plan qui rajoute 10 points à l'utilisateur si c'est un homme. Ça fait partie des trucs générés automatiquement. Celui-là, par exemple, c'est les plus complexes. Celui-là, il rajoute 10 points si c'est un homme, 10 points s'il est russe, et 10 points si son prénom est Tira. Et après, on peut définir des goals ou même des règles qui disent si le score atteint tel et tel nombre de points, eh bien, soit le goal est atteint, soit la règle s'exécute. Et par exemple, une des choses qui est intéressante pour ça, c'est pour les intégrations avec, par exemple, Salesforce, où on peut dire si on atteint un tel niveau de points, eh bien, on pousse la personne dans Salesforce parce que probablement que c'est un lead intéressant. Et on aimerait le recontacter.